Bonjour et bienvenue sur Médian TV. L'apparition d'une nouvelle souche du Covid-19 au Royaume-Uni provoque à nouveau la panique, à l'heure où les vaccinations commencent à travers le monde. Mais cette nouvelle variante, certes plus contagieuse, est-elle forcément plus dangereuse? C'est ce que nous allons voir avec notre invité du jour. Il s'agit du professeur Abdallah Badou. Il est chercheur en immunologie et membre de la Fédération africaine des sociétés d'immunologie. Bonjour professeur. Bonjour, ravi d'être parmi vous et merci pour l'invitation. Merci. Alors, avant tout, cette nouvelle souche a-t-elle été détectée au Maroc à ce jour? Très bien. Là, on parle d'une souche qui a été générée à partir de la souche initiale du virus SARS-CoV-2 qui donne la maladie Covid-19. À ce jour, il n'y a aucune indication que cette souche a été détectée au Maroc. Donc, à l'heure actuelle, nous n'avons aucune indication, aucune donnée qui montre que effectivement cette souche a été détectée. Donc, Dieu merci à ce jour, non. Mais on développera un peu plus davantage ce qu'il faut également faire en même temps, ce qu'il faut établir comme système pour pouvoir détecter ce genre de souche, parce qu'au fait, il s'agit d'une caractérisation moléculaire des virus. Par exemple, en Angleterre, ce qui a été fait, c'est au fait une sorte de consortium. C'est un groupe de chercheurs qui sont là juste pour faire le suivi des différentes souches qui circulent dans le Royaume-Uni du virus et par une technique qu'on appelle séquençage qui permet de déchiffrer au fait les différentes séquences génomiques du virus, c'est-à-dire les différents gènes du virus. Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'au fait, il y a eu le développement d'une nouvelle souche. Donc, c'est par la mise au point d'un consortium dédié à l'analyse des différentes souches qui circulent dans le royaume, donc les différentes souches du virus. Et donc, au fait, ils ont corrélé en même temps les différentes souches à la pathologie observée et la transmission, le taux de transmission de la maladie, la gravité de la maladie, le taux de décès. Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'au fait, il y a une nouvelle souche, principalement dans le sud-est, apparue dans le sud-est vers la région de Kent, dans le Royaume-Uni, et que cette souche était en fait associée à une pathologie légèrement différente, notamment en matière de transmission ou la rapidité de transmission de cette nouvelle souche. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui au Maroc, il y a le dispositif qui permet de rapidement détecter cette nouvelle souche au cas où on a des cas? Oui, nous avons au Maroc ce type de technologies qui sont bien mis au point au Maroc, mais nous n'avons pas ce genre de consortium, c'est-à-dire un consortium qui fait un suivi régulier et continu des différentes souches dans les différentes régions du royaume. Mais par contre, c'est une technique qui est bien développée au Maroc, qu'on utilise régulièrement dans les laboratoires de recherche. C'est une technique qui permet au fait d'analyser le génome du virus, donc les séquences du virus, parce que les séquences du virus, c'est-à-dire le génome ou les gènes, l'ensemble des gènes du virus, c'est ça qui code pour l'ensemble des protéines qui permettent au virus d'avoir une plus faible ou une plus forte virulence, donc une maladie plus grave, moins grave, plus transmissible, moins transmissible. Donc, au fait, lorsqu'on parle d'une nouvelle souche, c'est que nous nous sommes renseignés sur le génome du virus, c'est-à-dire l'ensemble des gènes du virus, et c'est ça qui nous a donné une idée sur la présence d'une nouvelle souche et qui est associée à une pathologie qui est légèrement différente de la pathologie qu'on avait initialement avec la souche classique. Alors, une nouvelle souche, mais peut-être, comme je le disais tout à l'heure, il y a une certaine panique qui est palpable aujourd'hui, vu la vitesse de propagation ou bien le taux de contagiosité qui est assez rapide. Est-ce que cette souche qui semble être beaucoup plus contagieuse est plus grave que la précédente qu'on avait? Très bien. En fait, ce qu'il faut savoir, il faut pas paniquer du tout, il faut pas céder à la panique. Pourquoi? Parce qu'il est très connu que les virus, à mesure qu'ils prolifèrent, à mesure qu'ils se répliquent, ils mutent. C'est ce qu'ils font tout le temps.
Maintenant, ce n'est pas les mutations, ce n'est pas les changements qui doivent nous faire peur, rien ne doit nous faire peur, mais par contre, ce qui doit nous inquiéter, c'est si jamais ces mutations-là sont associées à une maladie plus grave, donc à une malignité ou une maladie plus grave. Les virus mutent tout le temps, d'ailleurs, ils mutent pour générer une pathologie plus grave, mais également pour générer une pathologie moins grave. Dans ce cas-là, c'est-à-dire pour la souche qui est apparue dans le sud-est de l'Angleterre, c'est une souche qui a été associée à une transmission de la maladie plus rapide, donc le virus se propage plus rapidement. On parle ici d'une transmission qui est de 40 à 70% plus importante que la souche classique. Donc oui, cette souche-là se propage plus rapidement et l'inquiétude, c'est que puisqu'elle se propage plus rapidement, donc en nombre absolu, elle nous donne plus de personnes malades. Et si on a plus de personnes malades, donc il y a le risque de la saturation du système de santé. Et c'est ça l'inquiétude. C'est pour cela qu'il faut arrêter cette chaîne de transmission le plus rapidement possible, donc pour limiter la propagation du virus. C'est surtout ça qui est problématique. Ce qui a été par contre démontré jusqu'à présent, en tout cas les données fournies jusqu'à présent en matière de cette souche, c'est qu'elle n'est pas plus dangereuse, c'est-à-dire elle n'induit pas une maladie plus grave et que cette souche, elle ne cause pas un taux de décès plus important que la souche classique. Voilà, donc pour le moment, c'est une souche qui se transmet plus rapidement, mais elle n'est pas plus dangereuse en matière de taux de cas graves qu'elle engendre ou de taux de décès qu'elle engendre. Alors, professeur, une question assez profane. Est-ce que cette mutation est due aux zones géographiques ou bien est-ce que c'est dû en fonction des communautés? Qu'est-ce qui explique en fait cette mutation-là? Très bien, c'est une bonne question, mais un peu philosophique, c'est difficile. Mais en fait, ce qui est connu, c'est que les virus mutent tout le temps. Et ces mutations, selon ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est des mutations qui se réalisent au hasard. Et en fait, donc c'est des mutations qui se réalisent au hasard. Et en fait, selon là où la mutation est réalisée, il y aurait un impact sur, bien sûr, la façon dont le virus va infecter les gens et donc la façon dont il va induire, donc il pourrait impacter la maladie engendrée. Ce qui inquiète un peu ici les chercheurs, c'est que c'est une mutation, on parle ici d'à peu près 23 mutations, déjà un nombre un peu plus important que les mutations qui sont engendrées d'habitude et qui se sont induites en même temps dans une même souche. Et ils ont touché une protéine extrêmement importante, une protéine qu'on appelle en anglais spike protein et qu'on appelle en français la protéine S de la spicule. Et c'est une protéine qui se trouve à la surface du virus et c'est cette protéine qu'on appelle la spicule du virus qui permet au virus de se fixer sur des récepteurs des cellules de la personne qui va infecter et de pénétrer à l'intérieur des cellules. Donc, en fait, il y a eu la détection d'une mutation spécifique au niveau de cette protéine S et, au fait, cette mutation-là, ce changement-là, il semble qu'il induit ou qu'il permet une pénétration plus facile du virus envers la cellule et c'est probablement ça qui explique le fait que ce virus-là, ou cette nouvelle variante, se propage plus rapidement. Donc, ce n'est pas trop le fait qu'il y ait des mutations, et ça, c'est tout à fait normal, et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune donnée pour dire que c'est lié à une région géographique. Donc, c'est des mutations qui se réalisent tout le temps, et depuis l'apparition de la première souche au sud-est de l'Asie, que le virus mute, mais il mute relativement beaucoup plus faiblement que d'autres types de virus, par exemple, si l'on voit le virus de l'influenza, par exemple, on est obligé de changer le vaccin tous les ans. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un virus qui mute très fréquemment, et donc, du coup, on est obligé de changer le principe actif qu'on utilise pour le vaccin, qui est tout simplement un virus muté, mais en fait, un virus inactivé, tué, donc on ne met pas on essaie à chaque fois de grouper un ensemble de souches
des années précédentes du virus d'influenza pour essayer d'englober un maximum de souches pour faire entraîner, si vous voulez, le système immunitaire à reconnaître la majorité de souches. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un virus qui mute assez largement. D'accord. Alors, vous parliez des vaccins, justement. Aujourd'hui, c'est la grande interrogation. Pas mal de chercheurs, pas mal d'experts, dont ceux de l'UE, ont affirmé que les vaccins développés jusque-là resteront efficaces. Pensez-vous réellement que tous les vaccins resteront efficaces, notamment ceux choisis par le Maroc? Tout à fait, ça c'est une question clé, effectivement. Est-ce que les vaccins resteront efficaces ou cette nouvelle chose pourrait impacter l'efficacité des vaccins? Non, je pense vraiment que ces vaccins vont rester efficaces. Pourquoi il y a cette inquiétude? Parce que notamment les vaccins qui ont été générés par Pfizer en collaboration avec BioNTech et également avec Moderna, mais également les vaccins de AstraZeneca et le vaccin russe de Sputnik, tous ces vaccins-là se sont basés sur la protéine que j'ai appelée spicule, donc cette protéine, et c'est cette protéine qui a été mutée légèrement, pas trop, légèrement a été mutée, d'où l'inquiétude, mais en fait il n'y a pas à s'inquiéter parce qu'il y a une petite partie de la protéine qui a été impactée, il reste tout le reste de la protéine, donc en principe, et cette petite partie va engendrer vraiment une très très faible modification, et le reste de la protéine reste intact, donc en principe, les vaccins doivent rester opérationnels et doivent rester efficaces contre cette nouvelle variante. Par contre, pour le vaccin, par exemple, de Sinopharm et que le Maroc, pour lequel le Maroc va commencer la campagne de vaccination, ça, c'est un vaccin qui a été généré d'une manière complètement différente. Là, on parle ici d'un vaccin inactivé. C'est la totalité du virus et non pas que de la protéine spike. C'est la totalité du virus qui a été inactivé et qui est utilisé comme principe actif pour immuniser les gens. Donc, la probabilité que le vaccin ne fonctionne pas est vraiment très, très, très faible. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, je pense que en principe, la totalité de ces vaccins doit rester efficace. Et je peux même rajouter un autre point, si vous permettez. La technologie qui a été utilisée, par exemple, par la société BioNTech, la société allemande en collaboration avec Pfizer, c'est une technologie qui est maintenant bien mise au point. Même si nous devrions changer éventuellement de cible, et ça, le chef de cette société BioNTech l'a bien exprimé, il va leur falloir uniquement 6 semaines pour refaire les vaccins avec le même principe, mais ciblant maintenant une nouvelle souche. Et ça devrait se passer comme ça. Donc, si jamais on est arrivé à ce stade, mais on n'est pas encore là, en principe, les vaccins qui ont été développés jusqu'à présent devraient être largement efficaces pour combattre également la nouvelle souche. Donc les vaccins devraient continuer à être efficaces. Bon, espérons-le. Il y a un autre aspect aussi, c'est le respect des gestes barrières. Et là, on en revient aux précautions d'ordre, disons, individuel. À ce niveau-là, que conseillez-vous aux gens qui ne sont pas encore peut-être infectés et aux personnes qui ont déjà été contaminées par ce virus? Comment continuer et de quelle manière continuer à respecter les gestes barrières? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on incite toujours et on sollicite toujours ce point-là qui est le respect des gestes barrières parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourrait arrêter la transmission du virus et arrêter donc ce cycle de transmission du virus et cette circulation du virus. Bien évidemment, l'avènement du vaccin va également aider à établir ce qu'on appelle cette immunité collective, c'est-à-dire atteindre 70 à 80% de la population qui est vaccinée et donc diminuer jusqu'à arrêter la circulation du virus. Mais en attendant, on est obligé, même avec le commencement de la campagne de vaccination, on est obligé parce que la campagne de vaccination va prendre aussi un peu de temps, la première injection et attendre 3 semaines, et puis la deuxième, l'injection de rappel, et puis attendre 2 semaines à 4 semaines pour
qu'il y ait établissement d'une réponse immunitaire capable de combattre le virus chez chaque personne. Donc je reviens aux gestes barrières, c'est extrêmement important de continuer à respecter les gestes barrières qu'on connaît tous maintenant, à savoir la distanciation. La distanciation est extrêmement importante, 1 mètre à 1,5 mètres à respecter. Bien évidemment, se laver les mains continuellement, régulièrement avec du savon ou gel hydroalcoolique si on est à l'extérieur. Et puis bien évidemment, le port du masque, ça c'est déjà appliqué et respecté. Et là, on voit que avec cette nouvelle souche, que heureusement on ne voit pas encore, il n'y a aucune indication que cette souche est présente au Maroc, mais par contre, avec cette nouvelle souche, par exemple dans d'autres pays, il va falloir doubler cette vigilance vis-à-vis des gestes barrières, parce que c'est le seul moyen que nous possédons au jour d'aujourd'hui pour arrêter ce cycle de propagation du virus. Donc, et aussi, il y a un aspect important, même les personnes vaccinées devront continuer à respecter donc, ces gestes barrières, n'est-ce pas, professeur? Oui, ça c'est un point extrêmement important. Le problème du vaccin, enfin, j'espère que les gens vont vraiment comprendre profondément ce point-là, c'est que lorsqu'on va commencer la campagne vaccinale, il y aura, comme j'ai cité tout à l'heure, une première vaccination et puis attendre 3 semaines, une deuxième vaccination et attendre 2 à 4 semaines pour que la personne soit vraiment... Et ça, c'est variable d'une personne à l'autre. C'est pour cela que je dis de 2 à 4 semaines pour que la personne puisse développer une réponse immunitaire qui va lui permettre de combattre le virus. Donc, ce processus-là va prendre un peu de temps et il n'y a pas que ça. On ne pourra pas vacciner tout le monde en même temps. Donc, il y aura une campagne de vaccination qui va durer des mois, qui va permettre aux personnes qui se trouvent dans le devant de la scène, donc qui sont les plus vulnérables, les plus exposés. Vulnérables. Exactement, les plus exposés au virus qui vont être vaccinés, mais il y aura d'autres personnes qui ne sont pas encore vaccinées. Donc il va falloir vraiment qu'on respecte les gestes barrières jusqu'à ce que la dernière vague des personnes, le dernier groupe des personnes soit vacciné pour qu'on puisse aller vers ce qu'on appelle une immunité collective et qui va nous permettre tous ensemble de nous protéger les uns les autres parce qu'on va atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective, c'est-à-dire 70 à 80% des personnes qui sont vaccinés. Bien évidemment, on ne pourra pas vacciner tout le monde parce qu'il y aura des personnes qui ne pourront pas recevoir le vaccin, les personnes qui ont une immunité affaiblie et j'en passe. Donc, mais au moins, si on atteint cette immunité collective, on va pouvoir se protéger collectivement et donc arrêter cette propagation du virus. Merci beaucoup, professeur Abdallah Badou. Je rappelle que vous êtes chercheur en immunologie et membre de la Fédération africaine des sociétés d'immunologie. Merci d'avoir été avec nous depuis Casablanca. Merci pour l'invitation. Merci, au revoir. Merci, merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Retrouvez cet entretien sur nos pages sur les réseaux sociaux et sur notre site medientv.com. Très bonne journée.